Bonjour tout le monde, bienvenue sur les BRD Talk, le podcast qui parle d'entrepreneuriat et de parcours inspirants. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour le tout premier épisode qui va être le début, j'espère, d'une longue série. C'est donc un podcast qui va se lancer mensuellement parlant. Vous allez pouvoir retrouver justement ces épisodes sur ma chaîne YouTube, mais également Spotify, Deezer et Apple Podcast. Donc beaucoup de plateformes pour que vous puissiez les écouter à votre rythme, où vous voulez et surtout quand vous voulez. Qu'est-ce que c'est concrètement justement les BRD Talk ? Eh bien l'objectif c'est tout simplement d'accueillir des personnes de mon réseau, de vous les présenter, d'expliquer un petit peu leur parcours, ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils sont en train de faire et de venir un petit peu désacraliser ce qu'on peut entendre sur différents podcasts concernant le milieu de la freelance ou le milieu de l'entrepreneuriat où il y a beaucoup de belles choses, c'est vrai, mais il y a aussi des choses un peu plus complexes. Quand vous allez être entrepreneur, vous n'allez pas tout de suite rouler sur l'or. Quand vous êtes freelance, vous n'allez pas travailler à Dubaï ou dans le monde où vous voulez. Ça demande du temps, ça demande de l'investissement, ça demande beaucoup de résilience et justement l'objectif c'est de faire vrai en fait, tout simplement de donner du vrai, d'expliquer ce qui se passe vraiment derrière tout ça et d'expliquer aussi un petit peu les responsabilités que vous pouvez prendre à votre charge, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou freelance. Donc voilà un petit peu les sujets qu'on va aborder durant ce podcast-là. Chose aussi importante, ce podcast-là sera diffusé en avant-première sur les Monday Prod qui ont lieu tous les lundis de 9h à midi sur ma chaîne YouTube. Donc si jamais pour les prochains épisodes, vous voulez voir un épisode en avant-première, vous savez où nous rejoindre sur YouTube de 9h à midi. J'en profite pour bien matrixer avec justement l'horaire. Et on va pouvoir commencer doucement mais sûrement justement ce podcast. Aujourd'hui, vous le voyez, je ne suis pas dans mes studios. Je me suis déplacé directement justement chez l'invité. Cette invitée-là, on va l'accueillir tout de suite. Elle s'appelle Edith Bordagy. Edith, bonjour, comment tu vas ? Bonjour Yoann, merci en tout cas de faire ce premier épisode avec moi. Je suis tout à fait honorée. Et merci de jouer le jeu parce que ça fait 3 fois qu'on recommence. Non. Avec la première fois où j'ai oublié d'enregistrer. Donc bon, c'est comme ça. C'est les joies du direct et puis... Heureusement qu'on n'est pas en direct justement. Oui, c'est vrai. Non, les aléas, bon là, on a un plateau digne de TF1. C'est vrai que... Faudra que tu le montres. T'as mis les bouchées doubles. Tout ce que vous voyez là, en gros, j'arrive, le pitch à Edith, c'est, bon voilà Edith, t'inquiète, on pourra se mettre sur ta terrasse, sur une petite table et tout. Franchement, t'embête pas, j'arrive, elle m'a fait un cadre parfait, jeu de lumière, tout ce qu'il faut. Franchement, merci vraiment beaucoup pour l'accueil. Mais je parlais surtout des caméras qu'on a en face de nous. Oui, les caméras, c'est quelque chose aussi. C'est vrai qu'on pourra prendre en photo, on pourra mettre ça sur nos réseaux. Ouais, c'est assez impressionnant. Mais ouais, c'est clair que pour le coup... T'es équipé. Voilà, à la hauteur de ton investissement, j'avais pas envie de me moquer de toi. Donc là, pour le coup, voilà, je me suis dit, vas-y, on va mettre les bouchées doubles et on va faire quelque chose de bien. Chouette. Edith, avant de commencer le podcast, l'objectif aussi, c'est que tu passes surtout un bon moment. C'est même la règle principale. Okay. Donc, je serai pas forcément là pour te couper. Si tu as envie de répondre plus longtemps à des questions ou que tu as des sujets qui t'intéressent un peu plus que les autres, tu as le droit de prendre ce temps de parole. Il n'y a pas de souci. Pour rien vous cacher aussi, chers auditeurs, j'ai envoyé des questions du coup à Edith. Ces questions-là ont pour rôle principal d'avoir un petit peu ce fil conducteur pour pas que justement on parte dans tous les sens et qu'il y ait une direction dans ce podcast-là et que les personnes qui écoutent justement puissent tout simplement préférer l'exercice à ce que si on partait complètement en freestyle. Bref, c'est ce que je suis un peu en train de faire, donc je vais revenir sur mes questions. Et puis justement ce podcast-là, il va s'organiser en 4 parties. On va d'abord commencer un petit peu par te présenter, parce que je sais qui tu es, mais les gens qui nous écoutent un petit peu moins, donc ce sera l'occasion un petit peu de prendre ce temps-là. On va prendre aussi le temps de parler justement de ton parcours étudiant, parce que tu as été alternante, tu as été étudiante et tu as été à la fois entrepreneuse. Donc savoir un petit peu comment tu as géré tout ça, comment ça s'est passé, est-ce que tu as des conseils justement à donner aux gens peut-être qui nous écouteront. La 3e partie, elle est dédiée à Nir. Nir, je crois qu'on en a bien entendu parler quand même sur la chaîne. Ça commence dès le premier live, justement. Je vous avais présenté une vidéo que j'avais fait en collaboration avec Edith, avec Mathieu et aussi avec votre 3e associé Léo. Oui. Et donc, ça va être l'occasion de revenir sur ça aussi. J'avais rapidement parlé justement d'entreprise, j'avais montré la vidéo, mais il n'y a rien de mieux que justement toi et tes associés pour en parler. Donc, c'est parfait, on aura ce temps-là. On va parler aussi un petit peu de tout ce que ça implique de monter une boîte derrière. Donc, comment est-ce que tu travailles seul ? Est-ce que tu as des gens avec toi ? J'ai déjà en partie répondu à la question, mais on va revenir là-dessus, comprendre aussi un petit peu ta vision d'entrepreneuriat, etc. Bref, plein de sujets différents. Je vais pas trop en dire, vous verrez au fur et à mesure. Et on finira le podcast avec un petit peu ce que tu fais maintenant. Est-ce que tu es en CDI ? Est-ce que tu as continué à développer le projet Nir ? Est-ce que tu t'es mis en freelance ? Bref, tu nous répondras sur tout ça. Et puis on finira du coup l'exercice. Donc je pense que l'exercice va durer aux alentours de 45 minutes, 1 heure. Très bien. Et puis pareil, si tu as envie de me poser des questions, tu n'hésites pas. Edith, est-ce que tu es prête ? Je suis prête. Ouais. Première question qui est très simple. Est-ce que tu peux commencer par te présenter en me disant qui tu es, qui je suis, et ce que tu fais ? Ok, donc je m'appelle Edith.
Edith Bordagy, voilà. Donc, je suis fraîchement diplômée depuis quelques mois maintenant. Oui. Oui, 2 mois, je dirais. Et à côté, donc, j'ai lancé une entreprise avec 2 associés qui s'appelle NIR et dont tu nous as fait une très très jolie vidéo. Allez la voir. C'est gentil, merci. Justement, peut-être qu'on peut expliquer aussi comment on s'est connus. T'expliquais justement que t'as été fraîchement diplômée. Oui. On explique? Oui, oui. Je t'en prie. Mais... Ah non, c'est à moi, non. Allez, vas-y, c'est très bien. Donc, on s'est connus à Magista School. Voilà. Comme pour d'ailleurs Paul, comme pour d'ailleurs Pedro et comme d'ailleurs Mathieu, qui fait partie justement aussi du projet NIR. Donc, avec l'école, on s'est rencontrés en B3, je crois, donc c'était 2022. Ouais, donc il y a 3 ans déjà. Et ouais, c'est vrai. C'est ça. On s'est rencontrés là, on a continué à garder un petit peu contact en master. Toi, t'étais sur la partie marketing, moi j'étais un peu plus sur la partie... DA. J'étais entre les deux, marketing en B3, année, et après, j'étais parti en DA. Et puis en fin de compte, toi, nous à côté, c'est ce qu'on vous avait présenté avec Paul, on a commencé à monter justement le projet Dopamine. Yes. Tu montais aussi le projet NIR à côté, et en fin de compte, de fil en aiguille, on s'est donné des conseils mutuels, on a des contacts là-dessus. Il y a aussi d'autres choses qui sont arrivées qu'on va annoncer probablement dans le prochain live. La cabane. Donc tout ça on l'expliquera au fur et à mesure, mais voilà, on n'a jamais vraiment gardé contact. Et puis je me suis dit, Edith, écoute, il y a ce projet avec NIR, je sais à quel point t'es passionné par ce que tu fais. Est-ce que t'es chaud de venir sur le podcast? T'as accepté et d'une certaine manière la boucle est bouclée. On s'est rencontrés à l'école, on continue là et on bosse. Oui. Donc on va parler humblement de ce parcours. Ouais, on va essayer. Oui, c'est sûr, on n'a pas du tout la prétention. C'est ça, on est encore des titounes, on est tout petits, on apprend un petit peu au fur et à mesure, c'est sûr. Mais c'est clair que je pense que c'est aussi intéressant d'avoir un petit peu le retour de gens qui se lancent, qui font sûrement plein d'erreurs, qui en feront plein d'autres à côté, mais comme tu dis, voilà. Et puis comme on a dit en off, c'est que nous au moins, enfin pas au moins, mais on s'est lancé et on peut peut-être aider ou en tout cas parler à des gens qui ont envie de se lancer. C'est ça. Et puis on n'est pas très très loin, mais on a commencé. Donc. Au-delà de ça aussi, je pense qu'on s'est tous lancés pour des bonnes raisons. On n'a pas eu ce truc de se dire on va se lancer pour gagner des 1000 et des 100 et on va devenir riche en 3 ans. Non. Au contraire, je trouve que l'école est à la fois justement notre écosystème de potes et de gens avec qui on travaille. On est très pragmatique là-dessus. Grave. Et donc du coup, voilà, c'est clair qu'on va pouvoir peut-être amener ça. Et comme tu l'as très bien dit, on le fait sans prétention et avec beaucoup d'humilité. Oui. La deuxième question que je voulais te poser, j'aimerais qu'on prenne 5 minutes pour que tu nous expliques un petit peu ton parcours scolaire. Est-ce que ça a été un parcours qui a été tout droit, c'est-à-dire vraiment un long fleuve tranquille, ou au contraire, est-ce que c'était un peu plus sinueux? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as fait, s'il te plaît? Alors, j'ai voulu faire déjà tous les métiers du monde. Ouais, comme beaucoup, je comprends. Oui, et ce qui a fait que j'ai une scolarité assez classique, j'étais moyenne, voilà. Et pour la seconde, j'ai voulu partir en lycée hôtelier. Parce que de base, je voulais être chef cuistot. Voilà. Bon, même étoilé, bon, t'as compris. Ouais. Viser les étoiles. C'est ça, parce que j'aimais beaucoup cuisiner, etc. Au bout de 3 mois dans mon lycée hôtelier, j'ai su que ma voie n'était pas ici. Bien sûr. Donc, je suis revenue dans le général. Et donc, après, parcours assez classique aussi. Comme je te dis, j'ai voulu faire 1000 et un métiers, donc je ne savais pas vraiment où aller. Donc, je suis allée en ES, parcours ES. Enfin, avant ES, donc je sais plus ce que c'est aujourd'hui, mais pour expliquer, c'est l'économie sociale, tout ce qui est société, entreprise. Voilà, l'économie. Un petit peu de politique aussi, de géopolitique dessus. C'est ça. Et justement, donc j'avais pris l'option, parce qu'on devait prendre une option, qui était sciences politiques. Et donc est venu le moment de la terminale et de la pression de Parcoursup. Et tu vas dire. C'est ça. Et donc là, j'ai mis ce qui me passait un petit peu par la tête et ce qui m'avait assez plu, en tout cas, de ce que j'avais vu cette année en terminale. Et donc j'ai candidaté à la licence sciences politiques de Montpellier, qui était donc dans la fac de droit et sciences Po. Bien sûr. Et donc j'y suis allée, j'ai été prise, c'était super. Et j'y suis restée 3 mois aussi. Ok, je comprends justement ces choix quand tu mets un peu des choix par défaut. En général, surtout, je pense qu'on fonctionne un peu de la même manière, on a besoin de sens. Oui. Il n'y a pas forcément du sens et que tu te rends compte de c'est ça, du coup, ou c'est ça, d'autres trucs, tu fais Et puis quand t'as 18 ans, il y en a qui sont très autonomes, en tout cas c'était pas vraiment mon cas et moi j'avais besoin quand même de cadre et j'ai remarqué que les TD non plutôt c'est quoi, c'est t'as compris là, les cours magistraux, voilà, les CM exactement, voilà, les cours magistraux quand t'arrives il n'y a pas l'appel et donc j'en ai loupé quelques-uns, si tu vois ce que je veux dire. Super madame. Donc bon bref, je suis partie de cette licence et à ce moment-là il y a eu le Covid qui est arrivé, etc. Mais avant ça
j'ai travaillé, parce que forcément, j'avais pas le droit de rien faire. Ouais. Et tu travaillais dans quoi, du coup, sans vouloir être indiscret? Ouais, dans un EHPAD, une maison de retraite. Okay. Voilà, j'ai fait ASH, je faisais un peu de ménage, tout comme ça. Ouais. C'était super, parce que moi, j'aime beaucoup l'humain. Donc, oui, c'est ce que j'allais dire dans le social. Et puis, en plus, ces métiers-là, c'est aussi une belle école de vie où voilà, t'apprends aussi à servir un peu plus les autres. C'est ça. Et puis, tu vois, j'ai rencontré une dame qui avait toute sa tête. Et on avait quasiment... Bon, pas 100 ans, parce que ça faisait beaucoup, mais je crois 80 ans exactement d'écart. Ah ouais, wow. Genre, je crois qu'elle était née en 1921. Enfin, tu vois, c'était incroyable de lui parler avec elle. Et, elle n'avait pas connu pas la lumière, mais si, je crois. Je vais pas dire pas connu la lumière. Peut-être pas connu l'électricité ou l'eau courante, ça c'est possible. Ouais. La lumière, peut-être. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de choses qu'elle a vues arriver. Enfin, bref, c'était hyper enrichissant. Quand t'as quasiment 100 ans d'expérience, c'est ça. C'est clair. Et ça te met aussi une claque sur quelle vie t'as envie d'avoir, de mener par rapport à eux, leur expérience, leur vie. Et donc, bref, voilà. Donc, j'ai fait un peu de travail, quoi. Et à partir de là, je me suis dit, qu'est-ce que j'allais faire l'année prochaine? Bien sûr. Et donc, je suis partie en DUT technique de commercialisation en alternance. Voilà, j'ai choisi la voie de l'alternance pour le reste de mes études, pour avoir une indépendance financière, pouvoir faire des études, tout simplement, etc. Et voilà, donc DUT Tech de Co, en alternance chez Métro, à Béziers. Voilà, qui était très très bien, j'adorais mon équipe, etc. Après, j'ai fait un bachelor digital, donc j'ai voulu m'orienter plutôt dans le côté digital, qui était donc une année aussi un peu de remise à niveau par rapport à d'autres personnes. Et donc, j'ai fait aussi en alternance avec un indépendant dans le marketing, Arthur Tanto. Qu'on salue, bonjour Arthur. Salut Arthur. Et après, donc, j'ai fini par un master expert marketing digital. Tout à fait. En alternance toujours chez EDF. Ouais, cette fois-ci, une plus grosse entreprise. Donc parcours, alors on va revenir un petit peu sur EDF, mais en tout cas, ce qui est cool, c'est j'ai un peu un parcours similaire au tien, tu vois, où pareil, j'ai fait de la restauration pendant quasiment 7 ans, j'ai un peu bougé partout, j'ai commencé à la plonge, je suis parti en salle, je fais un peu de cuisine, j'ai fait un BTS, bon bref, j'ai fait plein de choses. Et ce qui est cool avec ce parcours-là, en tout cas que tu as, c'est qu'il y a ce truc de... je suis conscient qu'à un moment donné, je sais pas ce que je veux faire, mais en attendant, je veux ne pas rien faire. Il faut que je travaille pour soit me prouver des choses. Moi, en tout cas, ça avait été mon cas. J'avais besoin de me prouver des trucs. Tu vois, la restauration, j'avais besoin de me cadrer. J'avais besoin de comprendre ce que c'était de travailler. J'avais besoin de m'entourer de gens qui étaient gros taffeurs et qui avaient l'habitude, justement, tu vois, de sortir des grosses semaines pour comprendre justement ce que ça pouvait impliquer. Et la valeur du travail. Exactement, tu vois. Et derrière tu sais, puis même après de tester toi aussi. Je sais que pendant ces 7 ans, moi, ça avait été un truc où je me jugeais en permanence. Comprendre où je pouvais aller pour me préparer à quelque chose qui je savais allait arriver à un moment donné, mais pas spécialement quand ou sous quelle forme. C'est ça, sous quelle forme. Et du coup, typiquement, aujourd'hui, je sais qu'enchaîner 75 heures dans une semaine parce que j'ai plein de tournages, je le ferai pas toutes les semaines, bien entendu, parce qu'à un moment donné, tu as la tâche, mais c'est pas un truc qui me fait peur ou c'est pas un truc que je vais découvrir parce qu'on a pris le temps de le faire, justement, quand on était plus jeune, tout ça, de te construire avec plein d'armes. Et puis à côté, tu vois d'autres parcours qui t'inspirent aussi, tu comprends qu'en fait, il n'y a pas qu'une seule voie possible, etc. Donc c'est pour ça que c'est cool qu'on prenne le temps d'expliquer un petit peu tout ça, parce que comme tu l'as dit, Parcoursup, c'est stressant, ça l'est encore beaucoup pour beaucoup de jeunes. À 18 ans, tu sais pas forcément ce que tu veux faire, et je vous rassure, même après 18 ans, 22, 23 ans, même pas sûr de vouloir tu sais jamais vraiment ce que tu vas faire au total, et là aujourd'hui nous ce qu'on fait, on le fait là, est-ce qu'on le fera encore dans 10 ou 15 ans, ça je sais pas. Bien sûr. Et voilà. Et ces parcours-là, tout ça pour dire que la chose qu'on développe et qui est ultra importante, c'est cette notion d'adaptabilité. Oui, d'être curieux, d'être résilient, de pas lâcher l'affaire et d'y aller, donc du coup c'est génial. Par rapport justement t'as 2 alternances, donc ce qui est cool là aussi, c'est qu'il y a une forme d'adaptabilité. Donc tu as commencé avec une petite TPE avec du coup Arthur Tanto, avec Métro au début. Avec Métro. Donc, non, t'as commencé avec une belle boîte, grosse boîte. Ensuite t'as enchaîné du coup avec Arthur sur le monde marketing et sur ensuite EDF. Comment déjà tu fais pour trouver une alternance auprès d'EDF? Déjà, répondre à cette question. J'allais t'en poser une deuxième, mais déjà, comment t'as fait pour trouver l'alternance EDF? Alors, pour t'expliquer, en B3, je savais que pour mon master, je voulais une grande entreprise. Ça, c'était clair pour mon dernier diplôme en tant qu'alternance. Et donc, il y a eu un moment, je crois que c'était en février ou un truc comme ça, je trie tous mes mails. Donc là, j'avais plus du tout aucun mail. Et le lendemain, je me réveille. Déjà, chose que je ne fais pratiquement jamais, mais là c'est bon, j'essaie de me mettre au carré. Donc chose que je fais pas, mais dans le lendemain je me réveille, je sais pas quelle heure c'était, et je vois un mail donc dans cette boîte vide, et c'était Welcome to the Jungle, chargé de projet marketing chez EDF. Et bon, je sais pas si j'en avais reçu d'autres, mais j'avais l'impression de plus recevoir ce genre de mail. Et là je reçois un seul mail
mais voilà, alternance chez EDF, master l'année prochaine. Là, je me suis dit, waouh, mais toujours, c'est aussi. La fille superficielle. Superstitieuse. Superficielle, je sais pas. Mais non. Je dis aussi superstitieuse. Et donc, donc là, je me dis, waouh, et tout, c'est énorme. Surtout que EDF, je l'avais en tête, cette entreprise, depuis assez longtemps, parce que 5 ans auparavant, j'avais rencontré quelqu'un dans un Blablacar qui travaillait chez EDF, une belle place, mais bon, je saurais plus dire où. Oui, mais la rencontre est drôle, quoi. Voilà, et il m'avait vanté donc cette entreprise-là, c'est tout ce qui est EDF, et j'avais trouvé ça génial. Je me suis dit, j'aimerais bien un jour travailler chez EDF. Et donc là, je me dis, waouh, donc ok, le jour J, hop, je fais mon CV, personnaliser EDF, les logos, les couleurs, voilà, j'essaie de mettre un petit slogan avec Edith, il n'y aura pas d'électricité, bref. Ah oui, d'accord, de faire des vannes et tout. Ah ouais, ça marche apparemment, mais. J'ai envie d'être chez vous quand même. Ouais. Et donc là, je postule. Et après, j'ai été rappelée. Ouais. Ah oui, autre chose avant. Je sais pas si je le dis maintenant. Donc, dans cette idée-là, donc, le master, je voulais une grande entreprise. Et je voulais également une école dans le top, dans le classement, quoi. Okay, donc je voulais partir dans une école de commerce. Et donc en étant à Montpellier, je visais Montpellier Business School, donc MBS, où j'étais déjà allée dans des dans des conférences, mais tu sais, des journées portes ouvertes, pour savoir comment ça fonctionne, etc. Des trucs sur l'alternance et tout. Et donc voilà, je visais cette école, j'avais été claire avec notre école en me disant j'aimerais bien aller l'année prochaine à MBS. Et donc voilà, donc il faut que je postule à cette entreprise EDF. Et j'ai pas de master encore pour l'année prochaine. Enfin, j'ai pas encore fait toutes les démarches. Donc, je demande à notre école actuelle, est-ce que je peux postuler en votre nom ? Bien sûr. Avec le master de l'année prochaine de marketing. Et ils me disent, bon, ok, si tu veux, pas de souci, ok. Donc, je postule à EDF. À savoir que, je crois que le soir où j'ai postulé, ou le lendemain, je vais donc à MBS, où il y avait une espèce de petite conférence sur l'alternance. Okay. Mais, bon, après, ça va partir dans la superstition, mais c'est quand même fou. Ouais. Et donc là, je suis dans la conférence alternance, et il y a quelqu'un qui présente son alternance, et là, c'est une fille de EDF. Okay. Mais EDF Marseille, donc pas Montpellier. Ok, mais donc qui est, ailleurs, mais voilà. en tout cas, qui a un parcours sur lequel tu arrives tout de suite à t'identifier. Voilà, c'est ça, alternance EDF. Et donc à la fin, je me dis, cette fille, faut que je lui parle, tu vois. Ouais. Et en plus, elle avait l'air accessible et tout, elle est trop gentille. Et je dis, voilà, j'ai vu cette alternance-là aujourd'hui, ok, regarde mon CV, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que ça pourrait intéresser EDF ? Nanana. Et elle me dit, tu sais quoi, Edith, donne-moi ton numéro. Et je te jure, mais truc de fou, quoi. Et elle me dit, donne-moi ton numéro et je vais l'envoyer directement au service RH, tu verras, quoi. C'est ça. Et je me dis, je crois que je connais des gens à Montpellier, parce que tout le monde se connaît pas. Enfin, il y a énormément d'employés. Et elle me dit, si tu veux, je l'envoie, quoi. Et je dis, ok. Et donc voilà, donc mon CV est passé par Welcome to the Jungle et passé en interne. Et donc voilà, donc j'ai fait. T'as eu 2 voix en plus. C'est ça. Putain, ouais, c'est cool. Ça montre que il y a forcément un petit peu de chance, parce qu'en effet, comme tu dis, il y a eu un petit peu de chance que la personne soit là au moment, etc. Mais moi, je suis d'accord avec toi, rien n'arrive par hasard. Et si ça devait arriver, c'est que ça devait arriver. Dans le mail. Mais il y a aussi un truc t'as eu le culot d'aller la voir, de lui montrer, et derrière, avec la tchatche que tu as, avec la façon dans laquelle tu t'es présentée, elle s'est dit d'elle-même, vas-y, let's go. Oui, elle s'est dit, je prends pas trop de risques à la. Oui, à montrer. C'est ça. Au pire, c'est un CV, soit c'est pas prise. Donc putain, ok, là, donc ça part comme ça. Ouais, ça part comme ça, et donc voilà, je postule au nom de Magical School, etc. Et là, donc, passe le premier entretien, et on me dit, donc, l'école, c'est My Little School. Donc là, je dis, non, en fait, j'aimerais intégrer MBS, et je dis, j'ai rencontré une fille qui était chez vous, à l'école, etc. Et on me dit, en fait, là, ça fait 1 an ou 2, parce que cette fille était déjà là depuis 3-4 ans, je crois. D'accord. Enfin, tu vois, elle a fait tout son alternance. À une nouvelle réglementation. Exactement. Et là, on me dit, en fait, MBS, on les prend plus en alternance, parce que il y a, c'est en liste, des écoles de commerce qu'on prend plus parce que les frais de scolarité sont trop élevés. Trop important, ouais. Voilà, donc là je me dis quel choix je fais ? Soit je fais le choix de MBS, ou soit je fais le choix de EDF. Et donc mon choix il a été d'aller chez EDF à tout prix, et donc de rester dans l'école dans laquelle on était, My Digital School, et d'aller dans le master MBA Expert Marketing Digital. Et je regrette pas du tout ce choix. Ouais, on a passé une très belle année. Bon, je t'avais déjà fait ce retour à chaud parce que j'ai découvert. Ça fait 2 fois qu'on retourne le podcast, pour être franc. Elle m'a raconté ça tout à l'heure et je l'avais découvert. Et là, je te refais encore le même retour. Ouais. Moi, un truc qui me bluffe, c'est. Parce que du coup, Edith, si ça te dérange pas de donner ton âge, t'as 23 ans, 24 ans. Ouais. Donc au moment où tu fais la démarche de DF, t'as 22 ans. Oh, je sais pas. 22 ou 23. Ouais, bon, on est 22 ou 21.
Je sais pas. Ah oui, peut-être 21. Putain, ouais. Bon, en tout cas, on est titoun, on est petit. 21, et moi, ce que je trouve ouf, c'est qu'à cet âge-là, être capable déjà de garder son fil conducteur, de se dire mon objectif c'est d'aller à EDF. Mon objectif c'est grande boîte. C'est ça. Après je m'adapte en fonction de ce que je veux faire parce que je sais que j'ai suffisamment de capacité d'adaptation pour pouvoir faire soit du commerce, soit faire du marketing et j'ai envie d'y aller. Plutôt que de se dire en fait j'ai eu d'autres occasions ailleurs et cette sens de priorité je le trouve très respectable et voilà, bravo pour ça. Je te sauce un peu mais c'est important de le dire. Mais j'ai envie ça me fait penser à quelque chose que tu dis, tu vois, c'est que je me souviens en B3 et même en master, tu vois, en fait il y a tellement cette angoisse de trouver une alternance que les étudiants, on est prêt à accepter un petit peu la première alternance qui veut bien de nous. Parce qu'on a peur de ne pas en trouver une. Et ce qui est vrai, c'est que c'est très compliqué de trouver une alternance. Mais moi, j'avais cet objectif de grande boîte. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'avoir des objectifs parfois ambitieux et d'essayer déjà tout court de les réaliser et de mettre en place des moyens. Voilà, enfin là, aujourd'hui, si j'avais un étudiant en face de moi qui dirait j'ai envie d'aller, je sais pas, j'en sais chez Air France, je dirais go quoi. Après, tente-le, mais sois prêt à faire ce qu'il faut pour y aller. Parce que si tu veux aller à Air France, ça va peut-être plus se passer à Paris ou à Toulouse qu'à Oui, c'est ça, mais sois prêt à faire un CV, sois prêt même à te déplacer même si on t'a pas répondu, sois prêt à trouver des personnes intéressantes sur LinkedIn, à les contacter, sois prêt à trouver des mails, sois prêt, même là. Mais si tu as un objectif, n'aie pas peur de l'ambition de cet objectif-là et te donner les moyens d'y aller à 100%. Exactement, c'est ça. Et ne prends pas la première chose par dépit, en fait. Et puis, déjà que, à l'école, on te donnait pas forcément, on te tendait pas forcément toujours la main et on t'aidait pas forcément. Plus tu avances dans les études, plus tu grandis, moins on va t'aider. Donc, comme tu dis, c'est à toi de provoquer, c'est à toi d'y aller. Et ton cap, et essaye de l'atteindre, en fait. Pourtant, mais en tout cas, je trouve que c'est déjà très fort d'avoir compris à cet âge-là, d'avoir compris à ce moment-là, et de te dire, non, l'objectif c'est ça, on y va, let's go. Donc, vraiment, franchement, bravo. Edith, l'autre question que je voulais te poser par rapport à EDF, donc t'as connu Métro, qui est aussi une grosse boîte. T'as connu aussi le travail avec Arthur Panto. Qu'est-ce que t'as appris justement entre bosser dans une TPE et bosser dans une grosse entreprise comme EDF? Pas forcément des différences en mode c'est mieux là ou mieux là. Il y a cette façon de travailler là, il y a cette façon de travailler là. Comment moi je l'ai perçu? C'est ça, parce que même si on disait ce que t'as préféré un ou l'autre, franchement non. Les deux étaient hyper intéressants, hyper challengeants et enrichissants, j'ai envie d'utiliser ce terme. C'est sûr que quand on travaille à 2 ou à 3, comme c'est le cas avec Arthur, un jour la décision elle est bouclée et on a déjà commencé à taffer dessus. Ce qui est sûr, dans une entreprise comme EDF, si on a envie de faire une petite innovation ou quelque chose comme ça, comme on sait, c'est une structure, on va dire, bureaucratique, donc une décision. Exactement. Si on veut changer quelque chose, forcément, ça va prendre beaucoup plus de temps que d'autres personnes qui ont forcément, eux, des caps d'où doit aller EDF et sa direction, doivent accepter au fur et à mesure de l'échelle où on monte. Donc les deux sont hyper enrichissants d'un point de vue process, d'un point de vue comment on peut dire, mais exécution. Côté Arthur, c'était full exécution et on tente et on pivote si on voit qu'il n'y a pas les résultats. On a des KPI directs et on teste et on apprend. Exactement. Tout de suite dans l'action-réaction, ce qui est moins le cas dans des structures plus... Et ce qui est normal, parce que comme tu l'expliques très bien, vous êtes deux, vous pouvez, une grosse entreprise où tu avais dit tout à l'heure justement que vous êtes plus de 130 000, tu peux pas te permettre de faire ça. 170 000, pardon. Tu peux pas... c'est pas les mêmes responsabilités, c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas tout ça, etc. C'est ça, comme tu dis, c'est pas les mêmes enjeux et moi je trouve qu'il faut pas cracher sur ce système-là aussi qui sécurise aussi beaucoup EDF et puis il faut le tester aussi. Grave. Je me permets de rebondir sur ton parcours. J'ai fait aussi ce choix-là où moi jusqu'à présent j'avais toujours bossé avec des TPE, qui étaient en restauration, etc. J'avais bossé avec une entreprise un peu plus grosse où ils étaient au total 50. Bon, il n'y avait pas de hiérarchie propre, mais il fallait prendre le temps de bien construire ton projet, de bien aller, etc. Les copains de Boulderland, je vous fais un bisou. Ah oui, c'est vrai. Avec Boulder, qui était une super école de formation. Et après, je suis parti dans un plus gros groupe où là, pour le coup, je crois tout cumulé, on devait être 9000, 8000 à peu partout en France. Tout secteur confondu, où là, il y avait un N+1, il y avait N+2, il y avait le national qui donnait des directions. Et je sais typiquement que je me suis adapté à ce mode de fonctionnement-là, mais qu'en tant que personne, moi, c'était quelque chose qui ne m'allait pas. Parce que j'avais besoin d'être dans l'action, pas non plus tout le temps dans l'action. Ma dernière tendance, ça a été ça, tu vois, j'étais pareil, dans l'action. Donc tu fais pour défaire, pour refaire, pour défaire, pour refaire. C'est pas dérangeant à partir du moment où t'as des KPI, où tu fais le suivi, mais quand t'es livré à toi-même et que tu dois tout faire, refaire aussi, là aussi, tu te rends compte que t'es pas forcément fait pour
là où je veux en venir, c'est pas dire c'est pas bien la dernière alternance, c'est pas bien l'alternance milieu, c'est pas bien au bout. C'est en fait, tu testes plein de choses et tu te rends compte qu'il y a des choses qui sont plus faites pour toi, que c'est peut-être plus performant dans tel cadre, etc. C'est clair. C'est peut-être complexe ce que je vais te demander comme question. T'es plus pertinente et performante dans du cadre ou dans une forme d'anarchie productive? Je pense honnêtement que je m'adapte aux deux. Et que j'ai pas vraiment de préférence. Et si je pouvais juste rajouter, tu vois, j'aurais bien aimé faire même une dernière année pour être dans une start-up ou scale-up. Alors, tu vois, pour ce que tu veux dire. Tester aussi, en fait, juste comprendre et voir comment ça fonctionne aussi dans ce cadre-là, tu vois. Et donc... T'as besoin des deux. T'as besoin du cadre et t'as besoin d'anarchie pour peut-être reprendre ce modèle start-up, trouver les bonnes idées, les bonnes innovations, etc. Ouais, c'est ça. C'est ça. Enfin, les deux sont hyper enrichissants, en fait. Et honnêtement, je crois être partie avec des bons retours. En tout cas, je crois que ça s'est assez bien passé dans tout. Donc, Bon, top. Trop bien. Je vais pas te poser la question suivante qui était justement ce que l'alternance t'a appris. Je pense qu'on a quand même compris pas mal de choses. Ça t'a appris plein de choses, en tout cas des soft skills. Concernant les hard skills, les choses plus techniques, est-ce que justement l'alternance là aussi t'a aidé à prendre en main peut-être des budgets que tu pourrais pas te permettre dans d'autres entreprises ou dans d'autres cas? Est-ce que t'as utilisé des outils que tu pourrais utiliser plus tard? Qu'est-ce que ça t'a... Ça, c'était pas une question qui était prévue. Non, bien sûr. Si j'en reste à ta question, qu'est-ce que ça m'a appris? En plus, bien sûr, des soft skills que tu viens d'expliquer, l'adaptabilité, etc. Oui, alors j'ai envie de te dire, travailler en équipe, je sais pas si ça reste aussi un soft skills. C'est un peu plus un soft skills, oui, mais... Mais tu vois, par exemple, chez EDF, j'ai eu l'occasion de former une nouvelle alternante. D'accord, donc du management. Voilà, de former aussi une nouvelle recrue qui est tout à fait adulte, je veux dire, qui t'es en réorientation au sein d'EDF. Donc plus âgé que toi, où tu peux avoir ce truc, un peu de légitimité à gérer. C'est ça. Et puis il y a ce côté, comment tu vas transmettre ton savoir, quel support tu vas lui donner pour que la semaine prochaine, quand t'es en alternance, elle puisse se débrouiller, ou toujours aussi être disponible si besoin. Donc ça c'était hyper intéressant d'un point de vue les process en fait. Comment on met en cadre des process à disposition aussi. Qu'est-ce que ça m'a appris? C'est le côté stratégie aussi, surtout, le côté gestion de projet. Énormément, parce que... on comprend la pression aussi que c'est, le sens que c'est, la rigueur que c'est, j'imagine, de remonter les informations aux équipes, mais aussi à tes responsables. Oui. Et surtout aussi, tu vois, par exemple, il y a un moment où on avait... je peux pas trop dire les actions, bien etc. Sûr, tout, mais on avait 2 actions extrêmement similaires qui étaient juste adressées à 2 cibles différentes. Et tu vois, dans la même semaine, jongler sur la même action, c'était compliqué de se dire, ok, on parle laquelle, parce que c'est au final la même. Mais du coup, cette gestion de projet-là, parce que du coup, en même temps, comme on est en alternance, on gère aussi les différents projets de l'école et d'autres différents projets personnels. Tout concilier à côté, c'est pas forcément évident. Justement, garder le cap. Ce management, ce travail d'équipe, les projets que tu as à l'école aussi, ça a amené un autre projet. Oui. Et là, je suis désolé, il va falloir qu'on soit prête à l'exercice si t'es prête. Ce projet s'appelle NIR, j'en ai déjà un petit peu parlé, on en a parlé au début d'un podcast. Est-ce que pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, tu peux me présenter NIR en une phrase? Ok. C'est le moment de la phrase. Exactement. Alors, NIR en une phrase, c'est une plateforme digitale qui permet de centraliser toute votre prise de contact physique et avec un seul canal entrant, qui est par exemple la carte de visite digitale. Ok. Est-ce que c'est assez clair pour toi? Est-ce que ça résume bien? C'est très 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 bien. On aurait pu faire la vidéo en fait en une phrase. Hein. Je sais pas pourquoi on s'est fait chier à faire 1 minute. C'est clair. Et si je peux juste rajouter... Allez, vas-y, une phrase et demie. Ok, ça répond au problème de... Aujourd'hui, on a 1001 façons de transmettre ton contact et de le récupérer. Bien sûr. Mais c'est que 100% des retours des professionnels sont unanimes, c'est que on les perd tous. En tout cas, il n'y a pas une solution qui est vraiment fiable et stable. Bien sûr. Et donc, c'est pour ça, en fait, on ne va pas être concurrent de ces différentes façons de transmettre son contact, mais on va être l'agrégateur pour en avoir une qui te permet de perdre personne. Ok, trop bien. Justement, ça va? Ah bah ouais, l'exercice, tu l'as super bien réussi. Okay. On verra ce que les gens diront en commentaire ou en réaction, mais oui, je pense que tu t'es très très bien débrouillé. On va pouvoir enchaîner sur la deuxième partie qui se concentre un petit peu plus sur justement ta gestion d'alternance, ta gestion des études et en même temps de l'entreprise. Donc il y a NIR qui est arrivé. NIR est arrivé à quel moment à peu près dans tes études?
En fin de Master 1. Ok, et sans vouloir dire de bêtises, il y avait un projet entrepreneurial avant ou pas du tout? Yes. Okay. Si je dois te dire un petit peu le parcours, donc j'arrive en M1, donc je suis chez EDF, et j'ai fait un peu de free pour mon ancienne boîte avec Arthur. Et à ce moment-là, donc c'était le début de Freelance. Voilà. Et j'en avais jamais fait, pardon. Et mon but était de faire un CDI. Hein. À l'origine, il faut quand même que je raconte ça. À l'origine, moi, mon but, depuis toujours, c'est d'avoir un très bon CDI sorti d'études. Et donc voilà, donc je fais ça. Et après, on décide avec un ancien associé de cofonder une agence de communication. Et en fait, comme j'ai l'alternance et EDF et tout, et lui d'autres activités, on décide de prendre une employée. D'accord. Donc Charlotte, que tu connais très bien. Qui va arriver un jour sur là, bien sûr. Ouais. Et donc voilà, on l'a pris en alternance. Et au final, au bout de quelques mois, on décide de se dissocier avec cet associé-là. Et donc j'ai continué la collaboration avec Charlotte et avec donc l'entreprise jusqu'à fin du M1. Okay. Et à ce moment-là, j'ai décidé, son contrat était terminé. Bien sûr. Donc voilà, et j'ai décidé de partir à 100% sur le nouveau projet qui était NIR, que j'avais découvert dans cette année-là. Ouais, carrément. T'as enchaîné 2 gros projets avec déjà une grosse responsabilité qui était du coup de gérer Charlotte, et t'as eu ce beau geste d'aller jusqu'au bout, par exemple le contrat, etc. Donc déjà aussi cette notion de responsabilité, etc. Ça c'était sûr. Pour moi, c'était... Comment t'arrives à gérer justement tout ça? Parce que là, tu dois gérer une alternance, une entreprise, d'autres projets à côté, des études. Comment t'arrives à tout concilier? Alors comment j'y arrive? En fait, quand on se lance dans un truc, moi, tu vois, il y avait un truc sur lequel que je voulais pas négliger ou ni négocier, c'était de garder Charlotte de A à Z. Alors, je voulais pas couper son contrat, et puis du coup on est en alternance, on sait toutes les histoires qu'il y a dans les alternances, et même autour de moi je voyais beaucoup de cas qui étaient malheureux. Donc voilà, je me suis engagée, je voulais Charlotte jusqu'à la fin. Après est venu le truc de gérer aussi certains clients à côté, et Charlotte du coup était à fond de ça, et franchement elle a fait un travail énorme. Charlotte très talentueuse là-dessus. Très talentueuse. Comment dire, elle est cadrée. Tu vois, elle est autonome. C'est ça, elle est autonome, elle est indépendante, force de proposition. Bref. Je pouvais pas rêver mieux que Charlotte. Et donc, ce qui faisait que, au poste de midi d'EDF, je prenais vite contact avec Charlotte, voire je l'appelais pour savoir comment ça se passait. Avant, dans le tram, en allant au travail, pareil, bilan. Le soir, quand j'arrive, pareil, je travaille, pour la journée du lendemain ou le soir, je travaille forcément. Je fais des petites vidéos en loom parfois à minuit. Bref, tu vois, moi, Charlotte, demain, faudrait taper sur ça, etc., etc. Et voilà, et il y a eu donc au moment de la dissociation, etc., avec l'autre associé, ça n'a pas été non plus super facile de prendre tout en charge, et franchement j'aurais jamais réussi sans mon compagnon. Franchement, il a été... C'est bien, on va pouvoir en parler après, mais en tout cas, de ce que je comprends, la manière dans laquelle tu as réussi à gérer, c'était bien tout segmenter. Et dès que tu avais un petit peu de temps, hop, tout de suite te caler là-dessus, tout en prioritisant justement chacune des choses. Ouais, c'est ça. Et en fait, de ne pas négliger une, voilà. J'étais engagée dans une alternance où il fallait que je sois pas exemplaire, mais que je fournisse le travail. Tu peux dire exemplaire. C'est ça. Les attentes, je pouvais pas arriver fatiguée ou en disant je peux pas travailler. Non, c'était inadmissible. C'est pas possible. Pas du tout. Inenvisageable. Ouais, inenvisageable. À l'école, pareil. Je suis en master. Là, c'est le master. Faut que je sois carré. Aussi. Et face à Charlotte, faut que je garde la face. Et il faut que j'ai ce rôle-là. En tout cas, j'espère. Je crois que tu l'as bien géré, parce qu'on est encore en contact avec. Voilà, c'est ça. J'ai gardé très bonnes relations. Voilà, je pense que ça a bien passé. C'est ça. Et puis, vraiment, elle le sait, mais chaque semaine, et toujours, je lui demandais, comment t'as passé la semaine, quel est le retour que tu peux me faire, sur quoi tu veux qu'on s'adapte. Bien sûr. Tout, tu vois. Ok. J'espère, voilà. Il y a un point que tu as cité, c'était une question qui devait arriver un peu plus tard, mais c'est pas grave, on peut la mettre là. Quand tu parce que là vraiment si tu fais des semaines, tu fais pas des semaines de 35 heures là, tu fais des semaines colossales. Tu as dit qu'il y a ton compagnon mais aussi tes proches qui t'ont beaucoup aidé. Donc ça c'est top, je suis d'accord avec toi, l'entourage est ultra important quand on se lance dans des projets comme ça. C'est ultra important. Moi de mon côté c'était la même chose avec Dopamine, les 2 ans de master ont été très très intenses pour Paul et moi. Et c'est clair que d'abord cet entourage là, savoir que ton copain, ta copine qui te soutient, qui te rassure, qui est peut-être pas forcément du milieu, qui te permet de te changer les idées aussi, les proches qui te demandent régulièrement des nouvelles, ont un rôle
ultra important. Grave. Et la question que je vais te poser, plutôt que de poser qu'est-ce qui t'ont apporté, comment eux, justement, ça les a impactés, comment ils ont été capables d'assumer justement la chose et du coup, quels ont été un petit peu, qu'est-ce qui t'ont apporté en plus? Ça, c'est la partie de la question. Avec mon compagnon, on s'est toujours dit que on avait nos projets, et, lui comme moi, et qu'on se soutenait coûte que coûte, et que s'il y a un projet, il doit le tenter à 100% et l'autre doit être là pour l'épauler, quoi qu'il en soit. Et c'est ce qui a été fait. Et franchement, en tout cas, honnêtement, je sais pas du tout comment j'aurais vécu la situation. Je sais pas où j'en serais aujourd'hui si j'ai été seule, vraiment. Parce qu'il y a eu des moments, forcément, dans tout un entrepreneuriat, vraiment pas facile. Ouais, les moments où tu doutes, où tu te remets en question, tu te dis putain, je suis pas du tout légitime, putain, il y a ce truc-là auquel j'ai pas pensé, pourquoi j'y ai pas pensé? C'est ça, et voilà, des gros moments de doute, parfois même financiers, c'est sûr. Des gros moments de doute de tout, en fait. Et franchement, vraiment, je sais pas comment. Parfois, tu vois, j'arrivais à 18h, 18h30, parce que parfois, je devais finir une journée un peu plus tard, voire parfois même 19h. Il faut faire à manger ou il faut manger. Du coup, c'est ça. C'est ça. Genre, il a été là à 1000%. Genre, moi, j'arrivais, parfois, je travaille direct, en fait. Et on mangeait vite fait et je retravaillais. Et je veux dire, il n'a pas été question de pointer du doigt en mode, oh, t'as vu, j'ai fait ça aujourd'hui. Non. Genre, il a été là. Voilà. Non, c'est bon, c'est clair. Et c'est important de le dire parce que, comme tu dis, c'est vraiment ce qui va peut-être faire la différence. Je dis pas qu'il faut à tout prix avoir un compagnon de chérie. Non, bien sûr, mais il faut être accompagné, pas toute seule. En fait, faut pas s'isoler, surtout pas dans ce genre de moment. Voilà, faut être accompagné, que ce soit par la famille, le compagnon, les amis. Faut parler quand il y a besoin. Ouais, c'est sûr. Non, mais voilà, quoi. Ouais, c'est clair. Mais le retour, je comprends totalement. Avec ma chérie, c'était la même chose. Ouais. Typiquement, comme tu disais, le soir, tu rentres, elle te fait ou il te fait manger, c'est clair, ça te soulage. C'est ça. Pardon, mais quand moi j'ai été soulagée, que lui il a été dans le dur aussi, t'as été capable de prendre un juste retour, et c'est ça. Et s'il faut assurer soi-même, il y a eu un moment où, il est parti loin et il revenait, voilà, c'était pas négociable qu'il ait une charge mentale en plus. Genre, je sais lui tout lui enlever de devant, et c'était pareil pour lui, je veux dire. Et puis, en fin de compte, après, même perso, bon, tu vois ton copain, ta copine différemment, quoi. Tu comprends que c'est plus qu'une chérie ou un chéri, et que c'est un compagnon de vie, qu'il est là pour t'aider, pour t'épauler. Je trouve que aussi, ces projets-là sont très durs, mais humainement, non seulement tu te rapproches de tes associés, de tes collègues, etc., mais tu te rapproches aussi beaucoup plus d'une manière différente. Justement, de ton entourage, etc., et tu te rends compte à quel point tu peux compter sur telle ou telle personne. C'est ça. Et d'autres qui sont pas forcément faits pour. Ça veut pas dire qu'il faut les virer de sa vie, mais bon, il y a des gens, tu vois, typiquement, qui ne sont pas prêts à accepter ce genre de choses. Mais on se prouve les choses, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Et après, c'est clair que quand l'être aimé accepte ce que tu fais, c'est sûr que... Grave. Indéniablement, c'est une force en plus. C'est ça. Ouais. Top. Je reprends ma petite question. Justement, le fait que tu aies ce cadre-là, que tu aies eu l'idée de NIR, donc en tout cas, il n'y a pas vraiment d'élément bloquant de ton côté pour oser se lancer. Comment et quelle force, d'où ça vient ce truc de dire je vais me lancer et je vais y aller, alors que juste avant, tu expliquais que toi, ton objectif à la fin du master, c'était d'avoir un CDI. C'est un peu paradoxal, tu vois, de dire. Et pourtant, t'oses te lancer. Oui, c'est à cause d'Arthur. Putain, Arthur. Non, mais comme je l'ai déjà dit, en fait, c'est lui qui m'a montré. Déjà, faut dire que, faut contextualiser. Quand j'étais en alternance avec Arthur, moi, j'avais du coup là, je sais plus combien d'années, mais lui, il avait 2 ans de plus que moi. Ok. Oui, donc déjà, tu vois le côté. C'est possible qu'une personne qui a 2 ans de plus que moi, déjà, puisse le faire. C'est ça. Pour t'identifier beaucoup plus simple. Exactement. Puisse entreprendre aussi jeune, puisse t'embaucher. En plus, il avait déjà embauché 2 autres personnes avant moi. Bref, en gros, il m'a ouvert la. Ouvert la voie. Ouais, la voie. J'ai vu que c'était possible. J'ai vu que il y avait des choses positives comme négatives, mais il a été hyper transparent sur moi, avec moi, avec ça. Et il m'a fait découvrir le monde de LinkedIn. Bref, de l'entrepreneuriat. Tous les stratégies marketing, growth hacking, bref, un peu tout. Et donc à partir de là, je me suis dit, ok, en gros, il a planté la graine. Ouais, il a planté la graine et ensuite tu as commencé petit à développer. Même si j'étais quand même convaincue que post-master, je voulais mon bon CDI. Et cette idée, je l'ai gardée quand même avant longtemps. Ok, on reviendra après un peu dessus. Ouais. Mais... Et donc, est-ce que j'ai répondu à ta question ? Complètement, ouais. Okay. Donc c'est en partie Arthur qui a déclenché ça. Ouais. La deuxième question qui va compléter justement l'élément de réponse que tu viens de m'apporter. Moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, quand on sort dans l'entrepreneuriat, ou pas forcément que l'entrepreneuriat, ça peut être un projet associatif, ça peut être plein de choses, t'as besoin d'un driver, t'as besoin d'une forme de motivation. Ouais. Toi, ta motivation, tu vas la trouver où ? Ouais, alors en fait, faut dire que j'ai trop d'idées.
Alors quand j'ai trop d'idées, genre c'est... Ça peut être une forme de motivation, tu vois. C'est-à-dire être capable de suffisamment nourrir ton cerveau créatif, ça peut être ton driver. Hein. Oui, et puis en fait, genre j'ai des idées et j'ai envie de les faire un peu comme je les entends. Et en fait, j'ai pas envie de me dire, c'est vrai que j'avais pensé à ça il y a 3 ans, tu vois. Et de me dire, ça aurait donné quoi? Non, genre au pire, tu testes, ça fonctionne, c'est bien, ça fonctionne pas, tant pis, mais au moins tu sais que t'as testé. Ouais, que t'as essayé, voilà. Jusqu'au bout, quoi. On va me dire, je suis un peu jusqu'au boutiste. Tu vois ce que je veux dire? Jusqu'au boutiste, je connaissais pas le mot, mais oui, on va l'inventer, on va déposer le nom. Alors, par exemple, il y a pas longtemps, je me suis mis à faire des bougies. Ouais, mais il y a pas... J'ai tout acheté. Ok. J'ai tout acheté, voilà, demain je peux ouvrir une entreprise de bougies si je veux. Ça lance le commerce et c'est voilà. parti. Genre en gros, quand j'ai une idée en tête, genre j'arrive pas à dormir et tout la nuit, genre faut que je réfléchisse à tout. Alors si je devais la faire demain, qu'est-ce que je devrais acheter, qu'est-ce que je devrais tout faire, genre, tu vois. Ouais, bien sûr. Et quel est le plan de le mener à bien. C'est pas toujours facile à gérer ça ou non, ça va. En vrai, c'est hyper challengeant et tout. Après, t'as des échecs et tout, mais bon, c'est pas grave, tu vois. Oui, c'est ok. Parce que, à mon âge, j'ai pas eu des échecs non plus qui m'ont trop traumatisé. Enfin, c'était pas non plus. Enfin, j'ai pas mis toutes mes économies dans un truc. Mais bref, voilà. Donc en fait, j'ai des idées et j'ai envie de les mettre en application. Ça va être vraiment ton driver. Ouais, c'est ça. J'ai envie de construire en fait. C'est ça le mot. Construire aussi, ouais. J'ai envie de construire des trucs, Pour partager à une personne, pour les. Ouais, c'est ça. Et puis en fait, c'est que je trouve que être employé ou en tout cas ne faire que ça de sa semaine, genre c'est trop cool, genre c'est une stabilité hyper intéressante pour beaucoup de gens. Mais en tout cas, si je construis pas quelque chose au moins à côté, genre je vais me sentir je sais pas comment te dire, mais d'un point de vue énergie, genre, je sais pas ce que je veux dire. Oui, un peu en mode veille ou en mode. Ouais, genre. T'es pas, tu sais que tu peux. J'ai besoin de faire d'autres choses. C'est ça, je comprends. Voilà. Et après, je pense que tu vois, c'est une théorie comptoir de bar, mais justement, quand on a eu des profils un petit peu comme les nôtres, où on a compris que justement nos parcours étaient pas linéaires, que le chemin tout tracé n'existait pas, quand on a commencé à goûter à plein de choses, on a fait plein de métiers, tu vois, pareil en restauration, j'ai fait plein de trucs. Je fais 3 orientations au total. Ouais. En fait, je pense que nos caractères font que si aujourd'hui on n'a pas une semaine complète où tu vas faire à la fois de la compta, où tu vas faire à la fois de l'entrepreneuriat, où tu vas faire à la fois de ton métier ou du genre de choses, bah tu te fais chier, mais tu te sens bridé. Et c'est pour ça que peut-être que justement des formats comme le freelance, des formats comme l'entrepreneuriat peuvent aller. Bon, après justement, c'est la deuxième question que je vais te poser. Enfin, deuxième, je sais plus combien il y a de questions. Est-ce que tu penses que tout le monde est fait pour entreprendre et être entrepreneur? Ok. Question un peu philosophique. Alors, question philosophique, et faut savoir que j'écoute pas mal de contenu sur l'entrepreneuriat, sur plein de choses, ça. Et tu vois, quand il arrive cette question-là, quelle personnalité il faut pour entreprendre, moi, tu sais, je me dis toujours, ok, est-ce que je suis cette personne qui dit, tu vois? Et en fait, la réponse que j'ai envie d'apporter, c'est, j'ai envie de dire que si on a envie d'entreprendre, il faut entreprendre. Coûte que coûte. Pour déjà tester et voir si ça nous plaît ou pas, parce que y a 1 milliard d'entrepreneuriats différents. Demain, par exemple, là je te parlais de bougies, voilà, une personne qui veut monter une start-up, une personne qui veut être dans, j'en sais rien, qui veut vendre des affiches, des trucs, tu vois. T'as pas besoin d'avoir les compétences de mec de start-up si tu veux vendre des affiches, tu vois, j'en sais rien, mais je veux dire, il y a tellement d'entrepreneuriats possibles et d'entrepreneurs différents. Il y a des entrepreneurs qui travaillent 80 heures par semaine et qui sont bien dans ça. Il y a des entrepreneurs qui travaillent très très peu et qui savent, même s'ils gagnent pas 1 million, ils sont très bien dans cette indépendance-là. Donc j'ai envie de dire que si on a envie, si la graine est plantée et si on a envie de tester, il faut y aller. Et on se découvrira et on verra ce qui est bien ou pas. Justement, je vais faire le relou. Moi, je vais contrebalancer avec ça. Ouais, je m'en doutais pas. je pense justement que tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. Et tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur parce qu'il y a un truc fondamental, c'est oser. Et oser aujourd'hui. Oui. Et c'est, attention, en disant ça, tu vois, je pointe pas du tout les gens qui préfèrent le confort, tu vois. Oui. Mais l'entrepreneuriat, par définition, te force à sortir de ta zone de confort. Et si tu n'es pas capable d'accepter cette sortie de zone de confort, qu'elle soit financière, qu'elle soit en termes de travail, qu'elle soit aussi en termes social, à ce moment-là, ça va peut-être pas durer dans le temps. Aujourd'hui, le discours que je tiens, c'est ça. Hein. Peut-être que ce sera plus dans 2 ou 3 ans. En tout cas, de ce que j'ai compris avec les 2 ans, c'est qu'au début, quand tu commences, peu importe le projet, qu'il soit petit ou gros, il faut que tu fasses preuve d'énormément de résilience. Tu sais que tu as beaucoup travaillé sans forcément avoir un retour sur investissement. Et ça, quand t'es dedans, tu sais, c'est facile de dire, c'est bon, je me suis lancé. C'est bon, je l'ai fait. Mais après, tenir le truc dans le temps et y aller, etc., c'est là où justement je vais un peu plus contrebalancer, où c'est bien d'oser, c'est bien de se lancer, mais je pense aussi qu'il faut être un peu, tu vois, par moment, un
peu con, tu vois, de se dire, je te jure, et des fois, avec Paul, on se regarde, on se fait putain, mais pourquoi on fait ça? Exactement, pourquoi tu mets autant d'énergie, autant de trucs là-dedans, et que tu lâches pas, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que je dis que pour moi, tout le monde n'est peut-être pas fait pour être entrepreneur et entreprendre. Et inversement, pour contrebalancer ce que je viens de dire, le mec, il était... Des fois, à vouloir rien lâcher, c'est pas aussi forcément une bonne chose, tu vois. Une personne qui est trop têtue, qui va trop dedans, tu vas commencer à faire des erreurs, des erreurs qui peuvent te coûter cher, tu vois. Ne pas avoir l'humilité de te dire, bon, bah, c'est bon, j'ai échoué, il faut que je fasse autre chose. Enfin, voilà, il y a plein de choses où je suis d'accord avec toi et je suis content que tu me dises qu'il n'y a pas un profil type pour être entrepreneur, parce qu'il y a plein d'entrepreneurs différents et il y a plein d'entrepreneurs différents. Oui. Mais je trouve aussi quand même que aujourd'hui, tout le monde n'est pas fait pour entreprendre et tout le monde ne se rend pas forcément compte, moi y compris, la charge que c'est. Objection, votre honneur. Je vous écoute. Mais tu vois, je suis d'accord avec ton discours, je te rejoins. Mais tu vois, non, mais bon, je te rejoins, mais bon, là, je sais pas, voilà, peut-être qu'il y aura 100 personnes qui vont nous écouter au final, je sais pas. Mais j'ai envie de me dire que s'il y a une personne qui s'est jamais lancée et qui pourrait vouloir, en fait, j'ai pas envie qu'elle se dise, oh, est-ce que j'ai déjà osé dans ma vie? Ouais, j'ai pas envie qu'elle se dise, est-ce que moi je suis une personne qui ose, si elle a pas confiance en elle, cette personne-là, tu vois, je sais pas. En fait, si elle a envie. D'accord, je dis pas sérieux là. Je dis pas que il faut demain que elle lâche tout, que elle quitte son CDI si elle en a un, cette personne-là, et que elle aille à la rue et qu'elle teste, tu vois. Non, genre en France, on est super protégé. T'as compris, quand t'entreprends, on n'est pas non plus à la rue demain. Non, c'est sûr. T'as des moyens, voilà, de pas ouvrir une société d'un coup. C'est vrai. Tu peux ouvrir une auto-entreprise, tu peux tester à côté d'un truc et tout, te dire voilà, je teste juste 5 heures par semaine, je me tente le truc. Tu testes 1 mois, 2 mois, tu vois que ça te fait vibrer, t'as une continuité, tu continues, et tu vois que t'es pas aligné avec ça, et comme tu disais, t'as pas certaines fibres, voilà. Tu peux revenir en arrière sans prendre le risque de faire n'importe quoi. C'est ça, mais faut oser, faut tester. Moi je me dis, en France, on peut être entrepreneur facilement, faut tester. On voit ça nous plaît, c'est bien. On voit ça nous plaît pas, on arrête. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu hypothèques pas ta maison demain. Ouais, et puis je comprends aussi ce discours que tu as de ne pas avoir de remords, pas avoir de regrets, vouloir y aller. C'est ça. Après voilà, forcément, si t'as jamais rien fait et que demain tu me dis tu veux faire ChatGPT, voilà, il faudra passer par d'autres choses avant. Créer une boîte et au bout d'un an, elle va faire des millions. Voilà, tu vois, voilà. Écoute, Mark Zuckerberg, non. Voilà, forcément, c'est bien d'avoir une vision. Avoir sur Terre et exactement. Bien sûr, et y aller étape par étape. Voilà. T'as très bien répondu, je trouve, à ce que c'était justement le monde de l'entrepreneuriat pour toi. Je pense que maintenant, on va se concentrer un petit peu sur Nier, parce que ça fait déjà 45 minutes qu'on est ensemble. Ok, ça passe vite, dis donc. Quand j'enregistre et que j'ai le temps, je sais combien de temps on fait. La question que je vais te poser, donc Nier est arrivé, t'as expliqué que ça arrivait à partir de ta fin de première année de master, début d'année deuxième. Yes. T'as compris. L'objectif avec Nier, donc, c'est de réussir à proposer un service qui jusqu'à présent se faisait un petit peu à l'ancienne avec des cartes visite papier. Ouais. Où justement, tu sais que les cartes se perdent, etc. Toi, tu arrives avec cette idée de la carte NFC. Comment l'idée t'est arrivée? Ouais. Bon, j'ai répondu, j'allais dire qui est le porteur de projet. Mais bon, là, avec ma question, on a compris que c'était toi la porteuse de projet. Comment t'as eu l'idée de dire, je vais partir déjà dans les cartes de visite. Ouais. Et en plus, je vais innover avec de la NFC. Ouais. Alors, donc, comme on a expliqué avant, donc en M1, j'avais cette agence de communication. Et donc, forcément, je devais prospecter, rencontrer du monde. Et donc, forcément, j'avais ma carte de visite papier, que j'étais très fière d'avoir. Et en fait, j'ai remarqué, tu vois, genre, je rappelais des gens, je sais pas, 2 semaines après. Et j'avais vu que le feeling avait super bien accroché. Je vois que ça allait le faire, entre guillemets. Et je rappelle, et je dis, voilà... pas eu de nouvelles, et on m'a dit déjà plusieurs fois, je suis désolée, je voulais vous rappeler et tout, mais j'ai perdu votre carte de visite papier. Ah ouais. Donc là je me suis dit waouh, alors non, j'ai fait le plus dur, et en fin de compte le moment de me rappeler, alors non, me perdez pas quoi. Et donc là j'ai regardé sur internet typiquement une carte de visite innovante, je sais pas quoi, pour me dire celle-ci que je vais donner, je veux pas qu'on me la perde, tu vois. Bien sûr. Et donc c'est là où je tombais sur les cartes de visite NFC, et je trouvais ça génial parce que moi j'adore tout ce qui est gadgets et tout déjà. Et donc voilà, et donc j'ai fait un premier prototype pour l'agence qu'on avait, et ça marchait bien, j'étais trop contente et tout d'avoir un petit truc, genre j'avais une petite carte avec un autocollant, bref c'était moche mais ça fonctionnait, donc j'étais contente, c'est ça. Et après donc comme je te dis, l'agence on a arrêté, et j'ai tellement kiffé cette technologie là que j'ai continué. Exactement. Est-ce qu'on peut expliquer rapidement la techno NFC? Donc la NFC c'est une sorte de sans contact qui va permettre de déclencher une action sur ton téléphone. Donc là en l'occurrence on l'a montré sur la vidéo, tu la mettras à côté si tu veux. Ah, t'as la carte Nier là? Yes.
Ah, c'est un nouveau proto, ça? Oui. En live, exclu en live, on n'a pas encore. Donc là, c'est une carte de visite que tu as collée sur ton téléphone. Yes. J'ai pas mon téléphone à côté, mais si je le pose sur le téléphone, ça déclenche du coup la chose. Voilà, et si vous voulez voir comment le NFC fonctionne, vous avez une très belle vidéo de Yoann qui explique comment ça marche. Ok, génial. Putain, ouais, trop bien. Donc en plus, vous êtes toujours en train d'innover. Oui, parce que moi, ma carte, je l'avais pas toujours sur moi. Oui, donc en fait, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que du coup, l'idée vient d'un besoin que tu as été capable d'identifier. Ouais. Et tu continues justement de chercher l'innovation. C'est ça, et creuser le besoin pour les fonctionnalités qui arrivent, ça répond. Est-ce que justement, tu te sens pas plus légitime de vendre un produit à quelqu'un que toi tu l'utilises déjà, ou au contraire, t'en as rien à foutre? Ah non, t'as raison. Mais complètement. Et puis, tu sais, il y a des entrepreneurs qui disent si toi-même, tu n'utilises pas ton produit ou t'arrives pas à le vendre... Ouais, en termes de crédibilité c'est ça. C'est aussi pour ça qu'on fait ce podcast, tu vois. Là, typiquement, quelques petites erreurs, ça me permet déjà de m'exercer, de les faire avec les clients. Oui. Et surtout dire, en fait, les gars, non seulement le produit, on vous le vend, mais en plus, on le teste. Et en plus, en le testant, on l'utilise au quotidien pour pouvoir le faire progresser et juste, en fait, être plus pertinent derrière. Exactement, je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est super important ça, donc c'est cool que tu aies montré ça. Oui. Vraiment, c'est cool. Ce projet-là, t'es toute seule, t'es accompagnée, comment t'as commencé? Est-ce que t'as commencé toute seule et après tu te dis non, vas-y, moi c'est bon, maintenant je suis tout seul? Oui. Et personne ne rentrera, ou est-ce que tu te dis non, l'objectif c'est de tout de suite m'accompagner et de voir au fur et à mesure? Alors je suis accompagnée de nos super équipes, voilà, Léo sur la partie dev et Mathieu sur la partie DA. Mathieu qu'on a vu ensemble la semaine dernière sur le live au passage. C'est ça. Et alors comment ça s'est passé? Donc comme je te dis, fin d'année M1, donc je suis là, hop, je veux partir sur ça, c'est sûr et certain, ok. Je fais mes premiers petits prototypes que j'arrive à faire de A à Z. Le rendu est commercialisable, donc c'est un prototype mais tout à fait fonctionnel, etc. Je vais dans des pitchs et tout, j'arrive à en vendre, etc. Donc là, je vois que première preuve de marché, tu vois ce que je veux dire. Moi, j'avais aucun site, j'avais rien. En fait, déjà, juste en allant voir les gens, etc., en leur posant la question, tout de suite testé le marché, t'as vu qu'il y avait de la demande. C'est ça, j'avais rien du tout. Et voilà, j'ai réussi à en vendre. Donc déjà, je me suis dit, ok, c'est un premier check. Ok, tu peux aller plus loin. Et donc de là, mon idée au fur et à mesure s'est vraiment étoffée et affûtée. Je savais la vision de NIR. Je voulais développer donc une plateforme en relation avec cette carte-là, avoir des données de ça. Donc je me suis dit, je suis pas développeuse, donc il faut que je trouve quelqu'un de qualifié, etc. Donc sur le coup, j'avais trouvé. En fait, c'était un petit peu compliqué. J'en ai eu plusieurs. Et au final. En fait, j'ai rencontré Léo sur un serveur Discord de fondateur de SaaS, parce que du coup, une plateforme en ligne... c'est un SaaS. Voilà, c'est un SaaS, Software as a Service. Très bien vulgarisé, c'est parfait. Ouais, voilà, donc en gros, une plateforme sur Internet, quoi, un logiciel. Et donc là, Léo m'a paru hyper compétent. Il avait déjà taffé un peu sur un projet NFC, etc. Et là, je me suis dit, mais waouh, c'est génial et tout. Je lui présente le projet, la vision, lui dis que du coup, j'ai réussi à en vendre. Enfin, tu vois, c'est ça aussi qui est important quand on va chercher quelqu'un. C'est est-ce qu'il y a déjà une petite traction? Est-ce que tu as réussi une preuve et tout avant de te lancer à coder pendant des mois? Et du coup, il est hypé. Il me dit, je suis OK et tout, Et après, au début, on fait cet appel-là rien que de fit. Est-ce que déjà on est compatible? C'est ça. Est-ce qu'on s'entend bien? Est-ce que voilà, il est cool et tout, carrément, et check tout. Enfin bref, il me paraît hyper compétent. Bref, il a taffé pour des très belles boîtes, etc. Et après, ok, donc il y a un développeur et je dis écoute, je vais essayer de faire la maquette et je reviens vers toi quand c'est fait. Il me dit ok et tout. Et après la maquette, tu peux te la faire sur Canva ou... Ah non, il dit non. Et en fait là, donc je parlais beaucoup avec Mathieu, voilà, et il m'a dit, écoute Edith, c'est pas contre toi, mais si tu veux, je peux t'aider sur la maquette. Je sais pas à quoi elle va ressembler ta maquette, mais si tu veux, je peux t'aider. Bon, vous l'avez déjà je me permets de te couper parce que vous l'avez déjà un petit peu vu sur le live. Mathieu est une personne extrêmement passionnée par ce qu'il fait, extrêmement rigoureuse, talentueuse. Et en plus, il a un amour pour Figma qui est presque inquiétant. Donc je le vois tellement te dire non, tu peux pas faire ça en fait. À un moment donné, tes components, ils doivent être bien rangés. Parce que moi vraiment, je comptais le faire sur Canva, quoi. Alors, no joke. Et du coup, Mathieu me dit ok, voilà, si tu veux, je peux t'aider. Là, j'ai dit c'est génial et tout. Donc je reviens, on fait un autre appel avec Léo, là où on avait encore rien établi. J'ai dit écoute, c'est le meilleur DA du monde dans l'équipe et tout, qui est prêt à faire une maquette et tout. Je dis est-ce que ça te chauffe? Viens, on fait un appel à 3, on voit si ça fit. Ça peut fitter avec les 3. C'est ça. Et vraiment, je lui vois Mathieu, comme je pense tout de lui et tout, et il est chauffé aussi. Et donc là, on commence à travailler tous les 3 et
franchement, en fait, je me dis, mais ce serait trop cool que Mathieu soit aussi dans le projet clair, comme nous. Mais tu vois, je n'osais pas lui demander parce que je savais qu'il avait d'autres projets et tout. Et à un moment donné, je lui dis, écoute Mathieu, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que déjà t'aimes bien l'équipe là comme elle est actuellement? Est-ce que tu te vois et tout à fait, tout ça. Et il me dit oui. Et du coup, de là, Nir est parti, réunion. Ok, ouais, là, ça commence à se développer. Donc là, vous êtes à un stade où le SaaS c'est bientôt fait, est en cours de développement. Ouais, en fait, là, c'est incessamment sous peu. On a le SaaS fini, qu'on va tester en premier en interne beaucoup, qu'on va tester pour voir tous les bugs imaginables pour l'instant, de les corriger. Et après, on va faire une bêta interne. Et après, commercialisable. Donc, d'ici fin 25, c'est sûr. Ok, bon, c'est cool. Putain, vous avancez bien. Tu vois, alors, je me permets aussi de revenir sur tout ça. Il y a un truc qui est très bien, c'est que déjà, je trouve que être capable de faire preuve d'humilité et de dire, je suis pas capable de le faire. Ou je peux le faire, mais j'ai mal le faire. Oui, et s'entourer de meilleurs que soi, en fait. T'as raison, à un moment donné, la maquette, elle va peut-être prendre vie visuellement parlant. Mais en attendant, dans le dev, il a besoin de savoir précisément les placements, il a besoin de savoir les variations, etc. Donc, si t'as pas le logiciel à dater, c'est déjà compliqué. Le design system et tout. Exactement, le design system que tu vas avoir derrière. Bon, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc, c'est sûr qu'avoir des gens compétents qui vont venir justement se greffer à ton équipe pour faire ça, je trouve que c'est déjà une preuve d'humilité et de résilience parce que, d'une certaine manière, Nir, c'est aussi un petit peu ton bébé. Nous, c'est le cas avec Paul. Dopamine, c'était aussi un petit peu notre bébé. Mais je pense qu'il faut être, et c'est pour ça aussi que je disais juste avant que tout le monde n'est pas forcément fait pour être entrepreneur. Il faut être capable de prendre du recul aussi, où en fait, des fois, on met tellement de temps, on met aussi de l'argent, on met aussi beaucoup de bonne volonté dedans, que notre projet, en fait, est notre bébé à nous, et que derrière, ce truc de non, c'est à moi, perdre cette humilité de s'ouvrir à d'autres pour faire encore plus progresser, peut venir te desservir. Donc, être capable de faire ça dès le début, je trouve ça très fort. Nous, on a eu besoin, sans rentrer dans le détail avec Dopamine, de passer par plusieurs personnes qui ont gravité autour du projet pour se rendre compte que, en fait, chacun doit être à sa place, chacun doit être expert dans son domaine, et surtout, chacun doit se compléter sans pour autant se cannibaliser. Exactement. Et ça, c'est super important pour, je trouve, en tout cas, faire une équipe qui soit stable, que ton projet avance dans la bonne direction. Je suis très heureux d'entendre ça, parce que là, l'équipe que tu as, c'est vrai, pour avoir rencontré un petit peu Léo et connaître très bien Mathieu, c'est vrai que là, t'as une sacrée équipe d'Avengers. Putain, c'est clair. Pas te mettre une pression Edith, mais... mais je l'ai. Tu m'étonnes. Non, ils sont trop forts. Sans rentrer trop dans le détail, parce que je me doute bien qu'il y a des process en interne qui sont un peu confidentiels, etc. Comment vous gérez globalement la collaboration à 3? Parce que pareil, vous êtes à des niveaux d'âge un petit peu différents. Ouais, niveau d'âge, niveau expérience aussi. Et franchement, Léo a beaucoup plus d'expérience que nous et c'est hyper enrichissant. Enfin, il nous apporte énormément et c'est ça aussi dans son profil que je trouve hyper intéressant, en tout cas qu'il soit avec nous. Il a un grand passé entrepreneurial et tout, enfin bref, voilà. On n'habite pas tous à côté. En plus, c'est ça que c'est à distance. Voilà, c'est ça, donc on fait des points à distance, à intervalles réguliers pour taffer le truc. On a mis en place aussi certains process, gestion de projet, tu vois. Là, du coup, c'est un SaaS, le plus gros truc, donc c'est un peu tech, tu vois. Et j'adore, franchement, je me suis pris de passion depuis qu'on est dans ça, sur tout ce qui est SaaS et projet tech. Enfin bref, tout ce qui est bug, comment le résoudre, ou tu vois, comment le formaliser nous on a toi qui as besoin de stimulation constante, là pour le coup, avoir un SaaS et en même temps avoir un produit physique, c'est trop bien. Entre les retours clients que tu vas avoir sur l'utilisation quotidienne, plus les utilisations justement de tout ce qui va être le SaaS, et puis la valeur, elle est différente, tu vois, elle a une valeur digitale mais aussi une valeur physique, comme tu dis. Tu crées du lien, ça a du sens, parce que souvent, tu vois, et c'est aussi le truc, je sais que mon ancien tuteur et patron de Boulder me disait ça, monter des startups c'est très bien, tu peux faire plein de trucs, etc. Mais entre guillemets, il n'y a pas une économie réelle, c'est-à-dire que t'es pas au contact du client physique, tu vas peut-être pas forcément toujours le voir, là où par exemple une salle comme Boulderline est capable d'accueillir des gens, tu crées un lieu où justement tu peux créer des souvenirs, tu sers entre guillemets les gens, et c'est clair que votre projet là a du sens aussi, parce que comme tu dis, il y a ce côté physique où t'es en l'hybridation parfaite du figital. Oui, exactement. C'est du figital. Donc non, mais c'est clair, c'est bien que tu dises ça aussi. Réussir à trouver ce bon équilibre-là, c'est aussi important, je trouve. Et puis c'est trop cool parce que c'est un projet où la mission, c'est créer du lien, remettre le lien au cœur du truc. Le message de fond derrière a du sens. Et surtout que, tous les trois, on est quand même hyper sociables et on adore rencontrer, et je trouve que ça nous... Oui, ça vous ressemble. C'est trop bien, en fait. T'as raison de dire aussi que l'entreprise dans laquelle tu as monté, donc je tenais ce discours de ça doit pas être votre bébé, etc. Mais si, d'une certaine manière, ça l'est aussi, parce qu'elle doit vous ressembler. C'est ça, elle doit nous ressembler. Parce que si elle te ressemble pas, je pense que t'arriveras pas à l'avant, tu peux te planter. Ouais, faut qu'on soit en accord avec ce qu'elle fait, et voilà, avoir du sens. Ah, c'est clair. Bravo en tout cas pour ce début d'entreprise. Merci. Justement, est-ce qu'il y a un mode d'emploi pour créer une entreprise ou pas du tout? Franchement... pas trop, mais je dirais quelques étapes, soit vous êtes porteur de projet ou pas, ou même vous êtes peut-être à plusieurs, mais en premier je dirais tester le marché avant de se lancer à travailler. Merci Jeff. C'est ça. Connaître sa cible, merci Jeff. Grave.
Merci Jeff, merci Laurent, merci tout le monde. merci. Mais en vrai, tester le marché en premier avant de passer des mois, directement aller à la rencontre de potentiels clients avant même d'avoir rien, leur demander s'ils seraient intéressants, etc. Donc après, formaliser un petit peu les trucs, donc faire des études de marché, des trucs comme ça. Oui, voilà, tu rentres ensuite dans toutes ces parties business plan. Pour le coup, là, c'est plus légitime. Et avoir un premier truc le plus rapidement possible, même s'il est pas beau, même s'il est pas parfait, pour le tester. Tester, en fait, c'est ça. Parce que trop de gens passent trop de temps et à la fin, ça fonctionne pas et c'est triste, en fait. T'as raison de rappeler justement qu'il y a des étapes, etc. et qu'il y a une forme de priorité. Une forme de priorité. Ouais, priorité, plus facilement, pour justement amener le projet dans le bon sens. Ouais. Il y a quand même une grosse part où on navigue à l'aveugle, hein, on va pas se mentir. L'administratif, des fois, tant que t'es pas entouré d'un avocat, un truc comme ça, tu peux complètement là. Oui. Des fois, tu penses qu'il y a des choses technologiquement qui sont possibles, et puis tu te rends compte qu'en fait, en France ou en Europe, ça répond pas aux dernières législations. Donc, du coup, ce qui est valable aux États-Unis peut pas être valable là. Donc, il y a une grosse zone où tu navigues à l'aveugle. Je sais qu'avec Paul et avec nos 2 autres associés, c'est un truc dont on parle souvent, parce que ça peut être à la fois un levier de motivation et à la fois un levier de frustration qui peut t'énerver parce que ça peut prendre du temps et ne pas savoir où tu vas peut te rendre fou. Comment vous, dans l'équipe, vous arrivez à gérer justement cette zone de flou, cette zone de naviguer à l'aveugle? En fait, j'ai envie de te dire, on se donne des caps, des petits en mode... Plein de petits steps. Ouais, c'est ça. En fait, le MVP, on va vraiment le cadrer. Il va ressembler à ça et pas à tout ce qu'on aimerait sur la vision finale. OK. Après, dès qu'on aura fait ce MVP, on va tester ça. Et on est OK avec le fait que la version 2, on va dire, elle ressemblera peut-être pas à celle qu'on imagine nous aujourd'hui, parce que peut-être que les besoins clients, en fait, ils aimeront pas ce qu'on imagine, tu vois. On est OK avec le fait que ça va être, on va avancer à tâtons, et surtout quand on commence une entreprise, forcément tu peux pas avoir la rigueur l'argent du beurre, d'EDF, j'ai envie de te dire, ni l'expérience, et il faut être OK d'avancer un peu dans l'anarchie et de tester au fur et à mesure. Bien sûr. Et puis après, je pense que vous avez aussi ce truc de vous être suffisamment cadré pour vous permettre cette forme d'anarchie. Ouais, c'est ça. Que demain, s'il y a un problème, vous êtes suffisamment rigoureux pour tout de suite analyser d'où vient le problème, avancer. Et donc, voilà. Voilà. Et puis voilà, faut être au clair, un peu comme tu l'as dit avec toi, tes associés. Faut être au clair avec le fait que c'est pas parfait. C'est sûr qu'on n'arrivera pas à faire ce qu'on veut immédiatement, et faut avancer chacun. Oui, carrément. Ouais. Il y a un autre exercice qui est très important aussi dans les entreprises, que tu as pas mal fait. Donc, on a parlé d'AlterNup au début. Est-ce qu'on en a parlé? Je sais plus, c'est une bonne question. Peut-être que... Bon, tu veux réexpliquer rapidement ce que c'est AlterNup, comme ça on est sûr de pas dire de bêtises. Je crois qu'on n'en a pas parlé. Ouais, je t'en prie. Juste rapidement, AlterNup, c'est donc un concours auquel on avait accès grâce à EDF, donc qui est un concours pour les alternants entrepreneurs. Et donc voilà... Ouais, c'est déjà très bien. Voilà. T'as participé justement à AlterNup. Voilà. T'es venu pitcher justement l'entreprise de NIR. C'est ça. Et la question que je voulais te poser, justement, quand demain on est en train d'entreprendre, qu'on veut justement développer un projet, est-ce que tu penses que justement le pitch est indispensable et nécessaire pour ton projet? Non, je pense pas. À part si vous avez envie de lever des fonds demain, et encore, ça se fait plus aujourd'hui sans traction. Mais en fait, je pense qu'il faut... il faut savoir vendre son produit, ça c'est clair. Sous forme de pitch ou d'un autre, non, je pense pas. Si est-ce que l'exercice du pitch ne te permet pas déjà appréhender un petit peu ces présentations très courtes que tu dois faire à n'importe qui? Ouais, si, peut-être. En tout cas, moi j'apprécie beaucoup l'exercice et je trouve qu'il m'a ouvert des portes. Et en fait, ma cible, forcément, elle échange des contacts lors de networking, un truc comme ça. Donc forcément, moi je peux pas passer à côté. Mais si votre cible... je sais pas, toi, c'est la vidéo. Des bougies, mais... Ouais, la bougie, je vais pas trouver des clients de bougies en faisant des pitchs, quoi, tu vois. Ouais. Genre, il va falloir, t'as fait le côté marketing, t'as fait le côté vente, exposition aux réseaux sociaux, savoir faire de la communication, etc. Et voilà, ça passe pas à côté forcément d'un pitch. Donc, si vous êtes pas à l'aise sur cette option-là... Pas nécessaire d'être un super pitcher pour pouvoir vendre ton produit. Non, savez vendre votre produit. Ouais. Enfin, il faut savoir le vendre. Et puis surtout, l'exercice du pitch qui est particulier aussi, c'est que des fois, à pitcher... on commence à peut-être être trop dans la romance, aussi. à trop survendre le produit, et à se retrouver dans un truc où tu vends quelque chose qui en fin de compte à la fin ne sera plus du tout lequel et peut aussi te desservir aussi. C'est clair. Et puis aussi, il y a beaucoup de podcasts que j'écoute, tu vois, et qu'il faut faire attention aussi de ne pas tomber dans le travers d'être
un entrepreneur pitcher ouais. et d'être un entrepreneur de concours. Et tu vois, aller chercher juste les gains de 5 000 €, j'en sais rien. Et en fin de compte, jamais avancer. Exactement. Genre, le seul gain que tu dois aller chercher, c'est le CA dans ton entreprise. Ouais. Et le concours, il faut y aller avec une idée, un objectif. Ok, peut-être c'était une petite validation où ça t'apporte d'autres choses, un réseau, etc. Mais le premier objectif à avoir, c'est rentrer du CA dans ta boîte. Comme tu as très bien dit, c'est pas une finalité, c'est un petit truc à côté qui peut te permettre justement d'en apprendre plus sur ton entreprise. Ouais, et puis c'est ça. Et nous, on sait pourquoi on l'a fait et avec des raisons bien précises et on va pas enchaîner concours après concours. Carrément. Et si on l'enchaîne, c'est pour des raisons bien précises, avec des objectifs. Ok. Ouais, très bien, super retour. Voilà. Ouais, très bonne réponse. C'était pas prévu dans la fiche, donc c'est très très bien. L'autre question que je voulais te poser, et ensuite on pourra passer avec la dernière partie. Aujourd'hui, je sais qu'il y a certains étudiants qui écoutent justement mes lives et qui vont peut-être écouter ce podcast-là. Demain, un étudiant qui veut prolonger l'alternance, qui veut gérer justement ses études et qui en même temps a envie de se lancer et qui hésite un petit peu, quel conseil, sans paraître prétentieux bien sûr, tu pourrais te permettre de lui donner pour qu'il ose, tout simplement. Franchement, faut se lancer. Vraiment, c'est la meilleure des choses. En plus, aujourd'hui, les gars, si vous avez envie de vous lancer, faut y aller vite. Je veux pas, faut y aller vite, mais il y a des petits, je sais pas qui écoutera, donc ça fait vraiment prétentieux de dire petit alors que voilà, on a 24 ans. Mais il y a des gens, ils sont au lycée, ils gagnent déjà bien leur vie. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais après, c'est pas forcément une course non plus. C'est pas non plus une course, je suis d'accord avec toi. Mais genre, si vous avez envie, quand on est en études, moi je trouve que c'est un super moment. Parce que t'as encore cette sécurité-là, et surtout quand t'es en alternance. Enfin, moi j'avais cette sécurité-là de dire, j'ai quand même un revenu, tu vois, en ce moment. Je comprends ce que tu veux dire. T'as pas quelque chose qui te lie un prêt, des non, enfants ou quoi que ce soit. Non, exactement. C'est ça, parce que franchement, faut quand même saluer les gens quand ils sont en CDI depuis, je sais pas, 10 ans et qui se décident de aujourd'hui aller dans l'entrepreneuriat. Alors qu'il y a une famille à nourrir, alors qu'il y a un crédit, je sais pas, maison, voiture à rentrer. Genre, faut du courage, tu vois. Je comprends, Et tandis que je trouve que quand on est en alternance et quand on est dans les études et quand on est jeune, voilà, c'est le meilleur moment pour se planter, itérer et gagner de l'expérience pour peut-être que nous ce sera pas tu vois, qui va nous faire devenir riches ou bien sûr. Après, c'est des choses c'est ça, on va gagner de l'expérience et peut-être que je sais pas, ce sera ma 3, 4e, 5e boîte qui me fera réussir, mais ce sera grâce à toute l'expérience que j'ai eue et quelle réussite quelle forme prendra cette réussite. Bon là je pars dans la philosophie, mais je comprends bien. Après il y a aussi ce truc, je trouve, de tu vois, le vite, oui. Tu peux commencer tôt, mais par contre, le meilleur conseil, je pense qu'on pourrait leur donner, c'est de se dire que ayez conscience et ayez à l'esprit qu'il n'y a aucun petit projet. Aucun. Bien sûr. Que ça soit une série sur Internet, que ça soit la boîte de bougies que tu parlais tout à l'heure, que ça soit un truc innovant, il n'y a aucun petit projet. Et chaque projet demande un investissement, je trouve, complet et à 100% pour que vous n'ayez pas de regrets. Un engagement totalement, pour pas que vous ayez de regrets derrière. Et que justement, si vous êtes prêt à vous lancer, très bien, allez-y step by step comme tu l'expliquais, et focalisez-vous déjà sur une chose que vous allez tendre dans tous les sens pour à la fin en tirer des conclusions et vous dire est-ce que je le continue, est-ce que je l'arrête ou est-ce que je suis arrivé au plafond de verre. Et après, comme tu dis, tu vas peut-être monter une deuxième boîte, une troisième boîte, une quatrième boîte, une cinquième boîte. Ça voilà, faut avoir aussi un bon rapport à l'échec. Bon, j'aurais bien aimé en parler, on en parlera une prochaine fois, tu reviendras sur le deuxième épisode, c'est pas grave, Edith. Mais voilà, il faut en effet être conscient que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, mais par contre, et je suis totalement d'accord avec toi, qu'il y a un moment pour le faire, c'est en effet quand t'es étudiant et que tu peux te permettre justement ça. Bien. Bon, tu sortiras peut-être un peu moins, tu feras peut-être un peu moins la bringue, mais ça, faut avoir en tête aussi. C'est aussi une forme de... Enfin, après, quoique, tu sais, je connais des vidéastes justement qui sont des gros bringueurs et qui ont réussi à développer leur business dès le B3, bien sûr. avoir un balle de clients, et voilà, après, ça a aussi trop de trouver, tu vois, ton équilibre, tout, grave. C'est clair. Edith, on va rentrer dans la dernière partie, ça fait 1h08 qu'on est ensemble. C'est pas mal, hein. Ouais, ça passe vite. Première fois, et j'espère que ça enregistre, parce que là, sinon, on est mort. On est mort, c'est pas grave, on reverra. Mais les dernières questions que je voulais te poser aujourd'hui, où est-ce que tu en es ? Bon, on a déjà plus ou moins compris ce que tu faisais. Est-ce que tu as atteint ton objectif du CDI ou est-ce que tu t'es tourné vers autre chose ? Du coup, la graine a bien développé, c'est ça, merci Arthur. Et aujourd'hui, pour le malheur de ma mère, je décide de me lancer à 100%, de vivre du chômage et de ne pas prendre de mission pour être vraiment focus sur NIR cette année-là. Et l'objectif, dans 1 an, c'est de se rémunérer, en tout cas avec NIR. Et si ça l'est pas, à ce moment-là, je réfléchirai... à reprendre peut-être un poste à côté. Mais à côté, c'est ça. Je me ferme pas cette idée-là parce que, je trouve
toute l'expérience est hyper enrichissante. En tout cas, j'adore bien sûr. être curieuse surtout. Et... Tant que tu ne fais pas rien et qu'à côté, tu peux amener de la valeur. Parce que franchement, on n'en parle pas assez. Non, mais vas-y, je t'en prie, prends le micro, c'est très sérieux. Mais franchement, les gens autour de moi et tout, etc., quand t'as pas d'objectif, quand t'as pas de travail ou quand t'as pas de truc, c'est la descente aux enfers, quoi. Genre, tu réfléchis tellement et tout, genre, t'as plus de sens à ta vie, en fait. Genre, enfin, je sais pas, mais en tout cas, de ce que je vois aussi, avoir un objectif, avoir un projet ou une entreprise, c'est important, bien sûr. C'est un équilibre de vie. Qui soit entrepreneurial, qui soit tout, perso, c'est sûr, bien sûr. Ouais. Mais du coup, voilà. C'est recherche d'objectifs. Cherchez-vous des... T'as déjà répondu un petit peu à ça, c'était les dernières questions que je voulais poser. Tu m'as dit, du coup, à court terme, que l'objectif, au bout d'un moment, ce serait justement de se rémunérer. Ouais. C'est un exercice pas facile que je vais te demander, mais où est-ce que tu vois Nir, et peut-être toi, d'ici 3 ans, d'ici 5 ans 3 ans, bon déjà, par rapport au concours à Alternup, tu vois, j'ai présenté que à N+1, donc c'est-à-dire dans 2 ans, parce qu'il y a N+1, N+2. Bon, N+1 dans 2 ans, on embaucherait 2 personnes en plus. Donc bon, je vais pas forcément dire les métiers, pourquoi ils seraient embauchés, mais donc ouais, en gros, c'est avoir une équipe. Franchement, c'est trop mon rêve d'avoir une équipe et depuis toujours, je veux être soit manager, soit avoir une équipe, donc voilà. Et bon, voilà, 3 ans, je dirais c'est ça. Je veux pas être ambitieuse d'un point de vue CA, mais avoir fait sa place. Et à 5 ans, avoir construit quelque chose de grand. Ouais, c'est beau, ouais. Peu importe que ça soit avec Nir, avec quelque chose que tu as aussi, avec Nir, on espère. C'est ce qu'on je vous le souhaite. Ouais, voilà, c'est ça. À 5 ans. Quand je disais peu importe avec Nir, c'était. La question, le retour était très mauvais. Peu importe avec Nir, on s'en fout. Non, c'est pas ça. C'est quelque chose de grand, peut-être plus dans ta vie perso, toi, c'est ça que je voulais dire aussi. Ouais, mais d'un point de vue entrepreneurial, ouais. Pour un entrepreneurial aussi, ouais. Ouais, c'est sûr. Parce que, à 5 ans, voilà, moi, j'ai beaucoup d'objectifs un peu personnels et tout, mais voilà, à 30 ans, c'est maison, enfant, mariage avant, quoi, mais voilà. Et, du coup, 5 ans, j'ai 29 ans, donc c'est... Voilà, c'est un gros projet entrepreneurial. Tu te mets pas trop la pression avec ça, d'ailleurs ? Si, je me mets la pression, mais sans pression, on n'avance pas, je viens de te dire, donc... Oui, c'est vrai. Donc, tu la gères suffisamment pour pouvoir... Ouais, et puis c'est trop stimulant, quoi. Ouais. Genre, c'est trop cool, c'est pas une mauvaise pression. Donc, non, c'est ton driver. On va tester. Et puis voilà, si c'est pas l'entrepreneuriat, j'espère que j'aurai un très bon poste quelque part. Ouais, mais voilà, tu restes épanoui. Du coup, c'était ma question. Qu'est-ce que je peux te souhaiter ? J'ai l'impression que justement, ce que je peux te souhaiter de mieux, c'est de continuer d'être épanoui, de trouver du sens dans ce que tu fais. Construire quelque chose de grand. Ok, je te souhaite de faire quelque chose de grand du coup. Voilà, vite. C'est dit, c'est fait, c'est enregistré en 4K et en audio, c'est parfait. Très humble. Très humble. L'humilité à 100%, c'est parfait. Edith, est-ce que tu veux le dernier mot de la fin peut-être ? Merci, Johan. Merci. Construire quelque chose de grand. On verra, on verra. J'en suis sûre. En tout cas, comme toi, comme les gens qui nous entourent, on a envie de construire et je suis sûre qu'on va faire de belles choses et j'ai hâte de faire d'autres podcasts peut-être dans 1 an, 2 ans. Ouais, c'est clair, avec d'autres personnes. Tu reviens quand tu veux, l'exercice en tout cas. Je me suis un peu chié au début, je suis encore désolé. Non, mais pas en du tout tout. cas, pour le coup, l'exercice, je trouve que tu as très très bien réussi. Ça fait 1h12, tu vois qu'on tient. Ça va, t'as pas été trop stressé, ça a pas été trop long pour toi ? Non, pas du tout. Et puis voilà, tous les sujets auxquels tu as travaillé, ils sont hyper intéressants et on peut en parler des heures. Donc, c'est clair, on peut tenir 4 une journée, un live d'une journée. Ouais, c'est clair. Non, mais ouais. Bon, merci beaucoup en tout cas Edith d'avoir été notre première invitée. Ça m'a fait extrêmement plaisir justement d'avoir pu venir dans Super Plateau Télé parce que là t'as un plateau télé clairement. T'as très bien répondu aux questions, il n'y a aucun souci sur ça. Je le rappelle, le podcast les amis est disponible sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcasts et également sur Deezer. Et si vous voulez le voir en avant-première, il vous suffit de venir sur les Monday Prod tous les lundis de 9h à midi où justement on va parler un petit peu du monde de la vidéo. Je fais aussi intervenir certaines personnes et là en l'occurrence pour le dernier vendredi de mois ce sera ce podcast là. Merci beaucoup de l'avoir écouté. N'hésitez pas à nous le faire savoir en mettant un petit like sur les réseaux sociaux, les 5 étoiles sur Spotify, les commentaires si vous avez des questions à poser à Edith. Je sais que Edith de toute façon regardera ou à toi, à nous, dire si vous avez aimé. Voilà, c'est ça, tu vois une réponse, tu peux y aller Edith, tu peux répondre, tu sais que c'est aussi ton podcast donc il n'y a aucun souci. Et puis voilà, merci beaucoup de tous nous avoir écoutés. On se dit au mois prochain du coup pour une nouvelle invitée. Et ciao tout le monde. Merci.